Merci à tous. Bonjour à tous d'abord. Merci à tous d'être présents sur ce troisième webinar de la série à propos de la facturation électronique. On en aura encore, je pense, pas mal d'autres. Un peu difficile aujourd'hui de rassembler, de compiler toutes les informations qu'on a. La réforme de la facturation électronique. Concrètement, juste pour resituer au cas où il y en aurait qui viennent tout juste de se réveiller après de longs mois à hiberner dans leur grotte, la réforme de la facturation électronique s'impose à toutes les entreprises françaises. C'est l'obligation d'émettre, de recevoir et de transmettre les factures B2B via des formats électroniques normalisés et des plateformes certifiées. Tout ça dans le but de sécuriser les échanges et de renforcer le contrôle fiscal, d'où la petite vignette, parce qu'évidemment, le but premier, on ne va pas se mentir, de la facturation électronique, avant d'être une opportunité pour nos entreprises, c'est d'abord une opportunité pour l'État pour rattraper la fraude à la TVA. Alors, concrètement, on parle d'une facture électronique, on parle de format électronique de facture. Quel est le format d'une facture? Nous, on sait ce que c'est qu'un format de facture. Alors, si c'est du papier, ben voilà, c'est du papier A4. Si c'est un format électronique, c'est un mail, un PDF. Mais c'est quoi un format électronique de facture? Pour la norme française, c'est le format facturiste où il y a deux choses. Il y a le PDF, comme vous le connaissez jusqu'à présent, et encapsulé de manière transparente des données XML. Donc, c'est un format de fichier qui vont contenir un certain nombre d'informations. Alors, retenons bien que le format structuré, il est obligatoire, que les données XML qui s'y trouvent, elles sont normalisées. Donc, l'État nous impose de faire figurer un certain nombre de mentions, le numéro de SIRET, la catégorie de TVA, le taux de TVA, le montant hors taxe, le code sirène du client, etc., etc. Et autre obligation concernant le format même du document, d'intégrité, certitude que le document ne peut pas être modifié, d'authenticité, parce que les fraudes à la facturation électronique ont déjà commencé alors que le format n'est même pas monté, et des lisibilités garanties par ce qu'on appelle l'interopérabilité. Donc ça, c'est concernant le format lui-même. Et concernant la nécessité d'échange, parce qu'au-delà du format, on nous impose aussi une méthode d'échange de ces factures électroniques. On ne peut plus, même si le client est d'accord et le fournisseur est d'accord et tout le monde est content, ça ne marche pas comme ça. L'État nous impose la méthode de communication des factures entre nous, en tant que fournisseurs, et nos clients, et inversement. Donc la facture doit être émise, transmise et reçu sous forme électronique, obligatoirement par une plateforme. Je ne peux pas l'envoyer directement à mon client. Ça doit passer par une plateforme. Il y a une notion dont vous allez souvent entendre parler dans ce websem, mais surtout autour de vous, une notion de cycle de vie des factures, où on ne doit pas simplement se contenter d'envoyer une facture, parce qu'on va dire que cette partie-là, c'est quelque part la plus simple, mais il y a une notion de statut obligatoire. Elle doit être émise, elle doit être déposée. Après, le client doit pouvoir la refuser, la rejeter, et puis moi, je dois préciser si elle a été payée, pas payée. Donc, il n'y a pas simplement une notion d'émission ou de réception, mais il y a aussi une notion très importante de cycle de vie. Et toutes les étapes du cycle de vie doivent passer par la plateforme. Et puis, évidemment, on a une obligation d'archivage légal, sécurisé, de ces documents pendant 10 ans. Ça, c'est pour ce que probablement vous savez déjà. Pour ce qui est du calendrier, 1er septembre 2026, donc pour TPE et PME, ce qui correspond à la grande majorité des clients présents aujourd'hui, nous aurons dès le 1er septembre 2026 l'obligation d'accepter de recevoir des factures au format électronique. Donc d'accepter que notre fournisseur nous envoie via une plateforme des factures et à nous de nous débrouiller pour aller les chercher, pour mettre à jour les statuts, pour alimenter le cycle de vie. Pour tout ce qui va être ETI, grande entreprise, très grande entreprise, c'est depuis le 1er septembre 2026 l'obligation à la fois de réception évidemment, mais aussi d'envoi et de e-reporting à l'administration fiscale. Un an, jour pour jour après cette date, 1er septembre 2027, toutes les sociétés françaises, quelle que soit leur taille, auront l'obligation d'envoyer et recevoir des factures et de gérer le reporting à l'administration fiscale. À partir de cette date-là, la facture papier ou PDF n'a plus aucune valeur légale. Alors, on est tous persuadés, et je l'étais moi le premier il y a quelques mois, en disant je ne vois pas comment le gouvernement pourra maintenir une telle échéance alors qu'on n'a même pas de gouvernement, sans faire de politique. Je me disais, il est sûr et certain que cette échéance va une fois de plus être reportée. Il se trouve qu'il y a quelques semaines, un amendement, le CS 1268 pour être précis, a été proposé à l'Assemblée nationale pour report d'un an et l'amendement a été refusé. À ce jour, on est toujours pour les dates que je vous ai mises juste au-dessus. Si on compte en jours calendaires, on est à 280 jours de cette échéance. Si on compte en jours ouvrés, on n'est plus qu'à 192 jours de l'échéance.
Et étant donné qu'on est sur une échéance au 1er septembre, si vous enlevez juillet-août, où en général on pense plus à aller se dorer la pub à la plage qu'à migrer nos systèmes de gestion, il reste à peine 150 jours avant d'être dans l'obligation de recevoir les factures électroniques et de suivre leur statut sur des plateformes agréées. Ça concerne 3,7 millions d'entreprises et à peine 1% de ces entreprises-là respectent tous les prérequis que nous connaissons aujourd'hui sur la facture électronique. Mon objectif, c'est pas de vous faire paniquer, on a le temps, mais pas trop non plus. Ceux qui attendront la dernière minute, on va tous se retrouver dans un goulot d'étranglement. Les plateformes agréées vont être saturées. Quand il va falloir aller résoudre les problèmes techniques, on va être débordé et ça va monter la pression chez tout le monde. Donc plus on anticipe, plus on se prépare à l'avance et plus on passera ce cap dans la sérénité. Un chiffre que je pense je serai amené à répéter plusieurs fois, l'Italie qui nous a devancé, entre le jour où ils ont basculé à la facture électronique et les mois qui ont suivi, il y a eu plus de 50 correctifs et updates pour arriver à traiter tous les cas auxquels ils n'avaient pas pensé. Donc ne croyez pas qu'on va appuyer sur un bouton et que tout va fonctionner du premier coup. Donc anticipons pour la sérénité de tout le monde. Qu'est-ce qu'on risque? Eh bien, à partir du 1er septembre 26, 15 € pour toute facture non transmise par l'assujetti sur un plafond annuel de 15 000 €. Et en cas d'absence de transmission, c'est 250 € par non-transmission. Là aussi, sur un plafond annuel de 15 000 €. Vous avez vu que je vous ai mis des chiffres en rouge parce qu'il y a un amendement qui est en réflexion qui a été proposé pour passer ces montants-là dès le 1er septembre 2026, non pas à 15 € mais à 50 € par facture et à 50 000 € chaque plafond annuel. Ça va commencer à piquer en termes de non-conformité de nos factures. Alors, clairement, petite slide un peu généraliste, quelle voie on va suivre? Est-ce qu'on va plutôt commencer à continuer à pester et à se plaindre des obligations légales ou est-ce qu'on va être capable d'y voir là une vraie opportunité de digitalisation, entre autres? En tout cas, chez Yann Informatique, le parti pris il est clair, ça peut vraiment représenter une vraie opportunité. D'abord parce que c'est le moment de repenser son système d'information, de parler de cyber, de parler de cloud, et on en reparlera, de parler de Green IT aussi. On ne peut pas ignorer les attentes qu'on peut avoir autour de l'économie circulaire, etc. Et puis évidemment, en profiter pour s'intéresser à l'IA et voir comment l'IA peut aujourd'hui améliorer nos quotidiens des entreprises. Productivité aussi avec des gains évidents sur la gestion électronique des documents, sur l'archivage légal, sur le collaboratif, comment on peut tous interagir avec les nouvelles règles du système d'information, mettre en place tous les workflows de validation, de transmission, etc. Donc là, des gains clairs et affichés au niveau de la productivité. Et puis évidemment, d'optimiser les process parce qu'en s'imposant un flux comme il nous l'est proposé aujourd'hui par l'éditeur, mieux suivre les envois et les réceptions, passer moins de temps et avoir une TVA plus juste, et ça va devenir un impératif, évidemment, c'est l'étape d'après la facturation électronique. Mieux gérer ses règlements, ses relances, pouvoir directement à partir de la plateforme renvoyer une facture client, s'interroger de pourquoi est-ce que mon client n'a pas accepté encore la facture, qu'est-ce qui se passe, etc. Et donc du coup forcément pouvoir le relancer directement sur le non-paiement d'une facture à partir de la plateforme. Tout ça sont autant d'éléments pour lesquels pour nous c'est clair, il y a un vrai intérêt à avancer dans cette démarche de digitalisation pour plus d'efficacité dans nos entreprises respectives. Alors, PA, c'est un mot qui va revenir souvent, plateforme agréée. Pourquoi la plateforme agréée est au cœur de ce dispositif? À partir du 8 janvier 2025, donc avant on disait PDP, maintenant le nouveau terme qu'ils ont choisi c'est plateforme agréée. Donc, une plateforme agréée, c'est un agrément AFNOR, d'accord? Il y a aujourd'hui plus de 100 entreprises françaises qui ont décidé de devenir plateforme agréée et de proposer leurs services pour pouvoir envoyer et recevoir les factures et gérer tout le cycle de vie des factures. Alors,
À quoi sert une PA? Pour le refaire très simplement, un schéma que probablement beaucoup d'entre vous connaissent par cœur. Je suis l'entreprise A, je suis le vendeur. À partir du moment où j'ai émis dans mon logiciel de facturation, j'ai fait une facture, eh bien, je vais l'envoyer à ma PA, on va appeler la PA1 via un outil qui s'appelle Sales Network, dont je vous reparlerai tout à l'heure. Cette plateforme va lire ma facture, retrouver un numéro de sirène, aller dans l'annuaire des entreprises pour trouver qui est cette entreprise, à quelle plateforme cette entreprise-là, sur quelle plateforme cette entreprise s'est référencée, pour pouvoir lui transmettre électroniquement ma facture. Donc c'est un échange entre PA via un concentrateur de données et évidemment au passage, le concentrateur de données qu'on aura choisi va transmettre les éléments à l'administration fiscale. Et du coup, mon entreprise B va sur sa plateforme recevoir la facture que j'ai envoyée. Donc je n'envoie plus mes factures en direct, j'envoie toutes mes factures à ma PA et ma PA transmet à la PA de mon client. Donc la plateforme agréée est vraiment au cœur de l'échange de factures entre les entreprises, mais pas seulement de factures. Alors, comment choisir sa PA? Alors, il y en a qui vont dire, eh ben, je vais lancer une flèche et là où elle tombe, je choisis. Je vous le déconseille, franchement. Mais on a plus de 112 plateformes agréées à la date du 21 octobre. D'ailleurs, je ne devrais pas l'écrire comme ça. On a 112 plateformes en cours d'agrément. Les agréments ne sont pas définitifs puisque même le cahier des charges de l'État n'est pas encore définitif. Mais en tout cas, il va falloir choisir, alors, même si pour moi le choix est évident et je vais essayer de vous le démontrer, mais il va falloir choisir entre ces 112 plateformes par laquelle je vais passer pour envoyer mes factures, par laquelle je vais passer pour recevoir mes factures. Moi, personnellement, j'ai reçu un mail et je suis persuadé que beaucoup d'entre vous en ont reçu plein des comme ça. J'ai ma banque, d'ailleurs, c'est même pas ma banque, je suis même pas au Crédit Mutuel, qui m'envoie un email en me disant ben, moi, je vous propose de devenir pour vous plateforme agréée. Voilà, et je vous offre même 10 factures par mois. J'ai reçu un autre mail de la Banque Postale, même chose, qui me dit bah tiens, nous, on a mis en place un partenariat à la Banque Postale avec CRS, qui est une plateforme en cours d'agrément. Et ben, on vous propose de gérer pour vous vos envois et vos réceptions de factures. Et bientôt, il y aura mon coiffeur, qui lui aussi va me proposer, si je le souhaite, de pouvoir gérer mes factures et de les envoyer et de les recevoir à ma place entre deux brochings ou entre deux couleurs. Je comprends. Quand on est une TPE et qu'on fait 3 factures par mois ou 10 factures par mois et qu'on n'a pas envie de se prendre la tête, allez, pourquoi pas. Je fais confiance à ma banque, 10 factures offertes par mois. Si j'en ai 15, c'est parfait, j'en paierai que 5. Mais très sérieusement, attention au choix de la PA. Et à titre d'exemple, parce qu'évidemment, les intox vont bon train et tout le monde raconte tout et n'importe quoi à propos des PA. Ça, c'est un mail, j'aurais dû le citer d'ailleurs, de Nicolas, un spécialiste de la PA de Sage, où il explique typiquement que des commerciaux mal intentionnés font exprès de jouer sur les mots pour faire croire aux clients que pour être en conformité avec les PA, vous avez l'obligation d'ouvrir un compte bancaire chez eux comme ceux qui proposent, parce que sinon vous n'allez pas pouvoir gérer les statuts paiement transmis, alors que si vous ouvrez un compte, nous on a le compte qui est directement connecté à la plateforme. Mensonge, désolé, mais mensonge. Le statut obligatoire, c'est le statut encaissé, c'est pas le statut transmis. Effectivement, c'est un statut obligatoire, alors que par contre, le statut paiement transmis que celui qui effectue le paiement envoie, lui, n'est pas obligatoire. L'obligation, elle est que du côté de celui qui reçoit l'argent. Bref, méfions-nous. Méfions-nous des vendeurs de rêves avant de choisir notre PA. Alors, clairement, j'aurais même pas pensé que la question se posait, mais volontairement, je me plie au jeu et je pose la question, comment on choisit sa plateforme agréée? Alors, j'ai entendu ça sur une keynote, j'ai trouvé l'exemple très, très intéressant, il n'est pas de moi. C'est que le rôle basique de la PA, c'est comme la carte SIM de votre téléphone. Son rôle primaire, essentiel, c'est simplement via son réseau, de récupérer quelque chose et de le transmettre comme une carte SIM ferait pour récupérer votre voix et la transmettre à votre correspondant. L'ERP, lui, par contre, ça ressemble plus au smartphone. Parce que certes, il a besoin de la carte SIM, mais c'est d'abord et avant tout lui qui va contenir toute l'intelligence, qui va contenir tout le fonctionnel, qui va contenir tout
le meilleur moyen de communiquer un maximum via sa carte SIM. Pourquoi je dis ça? Parce que, de mon point de vue, vous avez le droit de ne pas être d'accord, il n'y a pas photo, quand on est équipé de logiciels Sedge, que de choisir la simplicité de l'éditeur qui est au plus près de mes données. Quand je fais mon devis avec Sedge, mon bon de commande avec Sedge, mon bon de livraison avec Sedge, ma facture avec Sedge, que j'ai toutes les informations pour les transmettre, pourquoi maintenant je vais aller générer un PDF, aller uploader ce PDF-là sur une facture, venir compléter à la main toutes les informations qui éventuellement seraient manquantes pour que cette plateforme-là les envoie chez mon client. Et pareil pour tout le cycle de vie. Sedge a évidemment choisi de devenir plateforme agréée, heureusement. Et l'avantage, c'est que la plateforme de Sedge est déjà inclus dans ce que vous payez dans l'abonnement Sedge. Pour une fois qu'on ne fait pas payer en plus, je pense que ça mérite d'être soulevé. Qu'est-ce qu'on appelle le cycle de vie d'une facture? Comme vous le voyez sur ce schéma-là, qui est un schéma fourni par Sedge, en blanc, la préparation et l'émission de la facture, qu'on va devoir déposer. Ce que vous avez en vert, déposer, rejeter, refuser, encaisser, sont les statuts obligatoires du cycle de vie de la facture. Personne ne peut faire moins que ça, sinon ça n'est pas une PA. Donc vous avez émis une facture, vous devez la déposer sur la PA, puis la PA va la recevoir. Ensuite, elle va la mettre à disposition pour l'envoyer à votre client qui va devoir la valider, l'approuver ou la rejeter. Et ensuite, il va y avoir la notion de paiement. Ce qui est en vert foncé, ce sont des statuts obligatoires. Ce qui est en vert plus clair, si vous voyez la nuance, ce sont des statuts qui sont recommandés mais pas obligatoires. Et ce qui est en bleu, c'est des statuts libres que la PA peut ou pas vous proposer. Pour le dire un peu différemment et qu'on se comprenne bien, je suis le vendeur, donc PDP émetteur. Et à droite, vous avez l'acheteur, PDP récepteur. Tout ce que vous avez en encadré gris, en encadré noir, sur fond gris, c'est ce que je fais dans mon logiciel. Donc dans mon logiciel, parce que j'ai la gestion commerciale, je fais un bon de commande, je fais un bon de livraison et je crée ma facture. Ah, maintenant je dois la transmettre. Et je dois transmettre aussi le statut. Je suis dans ce flux-là. Ensuite, l'acheteur, lui, va devoir la réceptionner via sa plateforme. Et il va devoir la traiter, l'accepter, la refuser, etc. Quand on a Sedge, le simple fait de valider avec Sedge l'écriture, automatiquement, va permettre de transmettre le statut. Statut qui doit retourner, c'est du 4B au 4C, qui doit retourner sur la PA de l'émetteur pour lui confirmer la réception et l'acceptation de la facture. Après, le client va devoir payer cette facture de nouveau. Dans Sedge, évidemment, je vais émettre un règlement. À partir du moment où je vais émettre un règlement, automatiquement ou pas, je vais transmettre un statut en disant « c'est bon, j'ai payé ta facture, mon cher fournisseur ». Et du coup, en 5C, dans ma plateforme, je vais voir que le paiement a été transmis. Quand on est équipé Sedge, le paiement de la facture va directement me permettre donc la facture par l'acheteur va directement me permettre à moi, dans mon Sedge comptable, de gérer l'encaissement et le rapprochement. Et du coup, en automatique, de passer en statut encaissé. Fin du cycle de vie de la facture. Quand on a Sedge, tout ce que je viens de vous décrire, c'est natif. Mais quand on n'a pas Sedge comme PA, chacune de ces étapes, toutes les flèches que vous avez ici, elles vont devoir être retraitées. Alors, retraitées comment? En SQL, avec les objets métiers, par des imports-exports qu'on va devoir faire à chaque fois, en étant obligé de me connecter sur ma plateforme pour changer les statuts, pour valider, pour invalider, ou alors ça va carrément pas être géré. D'un côté, j'ai quelque chose qui est natif, qui est automatiquement intégré à mon ERP. Donc, dès que je fais quelque chose dans mon ERP, ça communique tout seul avec ma plateforme. D'un côté, on me dit que ça devrait communiquer. De quelle manière? Est-ce que je vais devoir déconnecter les utilisateurs à chaque fois que je veux transmettre une information? Est-ce que je vais avoir toutes les informations? Est-ce que je vais devoir être à cheval sur deux systèmes parce que j'ai pas mis à jour le numéro de tiret, donc il faut que je le remette à jour une fois dans Sedge et ensuite une autre fois sur la plateforme, sinon ma facture va rester bloquée, etc., etc., etc. Le conseil, pour moi, il est évident. Alors, je suis peut-être passé à côté de quelque chose, mais le conseil évident pour moi, c'est que quand on est équipé des logiciels Sedge,
on ne va pas se compliquer la vie à aller chercher une autre plateforme sur laquelle je n'ai pas de visibilité claire, parfaite sur la méthode de communication entre mon Sage et cette plateforme. Pour info, à la date du 15 novembre, date à laquelle j'ai commencé à préparer ces slides, on dénombrait 46 cas d'usage qui vont devoir être gérés par les PA. Alors, il y a des cas simples, hein. J'envoie une facture classique du vendeur à l'acheteur, mais j'envoie une facture pour compte de tiers, mais je gère de la facturage, mais j'ai un tiers que... Donc, il y a une facturation centralisée, etc., etc. Et là, chacun dans vos métiers, vous allez retrouver des cas de figure. Par exemple, tiens, j'ai reçu un acompte, mais finalement, la commande elle est annulée, je dois faire un avoir sur l'acompte. Comment je vais gérer ça dans Sage et comment je vais transmettre de la bonne manière l'information à ma PA? Ah, tiens, moi, je suis dans le bâtiment, je fais des factures sur situation. Comment je vais transmettre ça correctement à ma PA? Je suis dans l'automobile, je fais de la facture avec TVA sur marge. Comment je transmets ça à ma PA? Etc., etc., etc. Tous ces cas de figure devront être pris en charge par les plateformes. Et à chaque cas d'usage que vous avez ici, on va devoir avoir la bonne réponse sur la méthodologie qu'il va falloir adapter. Parce que je vais avoir un choix contraint de manière de déclarer une facture en exonération. Je ne peux pas juste mettre une mention dans mon glossaire comme je le fais aujourd'hui en disant bah tiens les gars, voilà, je vous l'écris en rouge comme ça vous ne vous plantez pas, c'est facture en exonération. Non, non, non. Étant donné que le schéma de flux va être différent, il va falloir que je trouve un moyen d'identifier ce cas d'usage dans mon logiciel de facturation pour que ça remonte de la bonne manière. Alors quand j'entends des gens me dire Yves, moi la facturation électronique, je m'en cogne, c'est mon expert comptable qui va gérer, excusez-moi, mais on passe à côté complètement du problème. Quelqu'un qui ferait 5 factures par an, je vous dirais, il a raison. Passez par votre expert comptable, passez par votre banque, passez par votre coiffeur, tout marche. Mais quand on est sur des volumes beaucoup plus élevés, qu'on a un certain nombre de cas d'usage qui vont se positionner et sur lesquels on va avoir besoin de gérer ça au millimètre, croyez-moi, on a plutôt intérêt d'anticiper. 46 cas d'usage dénombrés au 15 novembre. Je ne sais pas si c'est terminé, si on n'en aura pas encore d'autres, mais en tout cas, quand nous, on accompagne un client à la facturation électronique, dans une de nos interventions, on prend ce tableau-là et on stabilise tous les cas de figure que l'entreprise peut rencontrer pour être certain de les traiter dans le cadre de la mise en place de l'APA. Et croyez-moi, voilà, des facturations en devises étrangères, des facturations avec changement de devise entre la commande et la facture. Ça m'est arrivé pour quelqu'un qui vendait des voyages. On pouvait verser la compte en dollars et la facture finale en euros, etc., etc., etc. Donc, 46 cas d'usage qui vont devoir tous être traités par la plateforme. Alors, clairement, la proposition de valeur de Sage, je l'ai déjà dit et je me permets de le répéter, c'est une conformité, y compris une connexion à la plateforme directement intégrée dans votre abonnement. Je vous le répète, Sage est plateforme agréée et la connexion à l'APA est déjà inclue. Alors, on reparlera de la dernière ligne parce qu'il faut évidemment parler de la mise à jour de vos outils Sage. Autre élément très important dans la création de valeur de Sage, ce qu'on appelle SDCC, le Data Clean and Control, qui permet d'abord et avant tout, et sauf erreur de ma part, c'est Sage qui l'annonçait la semaine dernière, c'est la seule PA aujourd'hui qui propose ça, la possibilité de contrôler aujourd'hui votre data, vos fichiers clients, vos fichiers fournisseurs, vos paramétrages de TVA, etc. pour s'assurer que vous êtes en conformité avec les prérequis de la facturation électronique. Ça, c'était le Data Clean and Control qu'on connaissait jusqu'au V10. Et depuis les V11, on a 2 nouveaux pavés sur Data Clean and Control, qui est la partie sécurité, où là, SDCC va nous aider à sécuriser les flux et les natures de flux. Et en termes de productivité, SDCC va nous permettre de faire des contrôles en masse, une comptabilisation automatique, ça c'est fantastique, un rapprochement automatique entre un paiement et une écriture dans ma comptabilité directement depuis ma banque, et un rapprochement automatique des documents d'achat en gestion commerciale avec des éléments que j'ai récupérés dans ma comptabilité sur des factures d'achat que j'ai récupérées de la plateforme. Donc faire le lien entre un bon de commande, un bon de livraison dans ma gestion commerciale côté achat et une facture que j'ai reçue de mon fournisseur. Et autrement,
SDCC, c'est garantir la qualité des données, automatiser la génération d'écriture. Donc, on va carrément avoir des modèles de saisie qui vont directement écrire dans ma comptabilité. Du coup, me connecter aussi aux différentes plateformes et enfin, avec des contrôles qui, au fur et à mesure des demandes, vont évoluer pour améliorer encore plus le suivi du cycle de vie. Donc, Data Clean and Control, pour nous, c'est plus une question. Élément passage obligé dans les changements de version et dans les mois et années qui arrivent. J'ai longtemps hésité à m'attarder longuement sur cette automatisation comptable qu'ils ont appelée ACS parce que l'acronyme SAC, ça faisait pas très joli. Il y a dans la partie ACS, alors on a des spécialistes ACS, je crois que Sarah est là, donc s'il y a besoin, elle peut vous faire toutes les démos que vous voulez et je pense que ça nécessiterait un autre WebSem pour vous montrer tout l'intérêt que cette solution a pour digitaliser vos processus métiers, mettre en place des workflows de validation, mettre en place des automates pour récupérer les factures, pour les comptabiliser directement, y compris en analytique. Donc voilà, alors c'est un produit qui a beaucoup évolué, qui a un certain périmètre, mais qui a beaucoup évolué. On a maintenant une toute nouvelle console ACS V2 qui a éliminé 2-3 éléments qui nous polluaient, notamment les demandes d'achat, etc. Mais qui par contre propose d'un point de vue fonctionnel des nouveautés très intéressantes et évidemment 100% compatibles réception des factures électroniques. J'ai pas prévu de démo, c'était trop long, mais je vous encourage fortement à vous rapprocher du commerce pour parler de la proposition de valeur de ACS. Là où j'avais envie de m'attacher un peu plus, c'est Sage Network. Sage Network, c'est quoi? C'est tout le réseau que propose Sage aujourd'hui, avec tout ce que Sage inclut en termes de périmètre pour avancer dans la digitalisation. Alors, l'archivage, toute la partie BI, la gestion du recouvrement, l'acquisition des factures, le rapprochement, etc. Tout ça, avec au centre les solutions Sage, et évidemment, impossible d'oublier de parler de Sage Copilot, la nouvelle proposition de valeur de l'IA dans Sage. Ça s'appelle Sage Network. C'est tout ce réseau-là qui nous permet d'interagir avec l'écosystème, que ce soit le portail public de facturation, Chorus pour les intimes, que ce soit les autres plateformes agréées, les banques, parce qu'on va pouvoir directement connecter Sage Network à nos comptes bancaires, nos clients, nos fournisseurs, nos experts comptables, etc. Et y compris la partie communauté de développeurs, j'en toucherai peut-être un mot si j'ai le temps à la fin. Mais ça, c'est Sage Network. C'est la proposition de valeur globale de Sage pour interagir de la manière la plus efficace possible avec tout notre écosystème au quotidien. Comment ça marche? Sage Connect, le portail collaboratif à partir duquel on va pouvoir gérer et notamment gérer toute la partie facturation électronique. Donc, d'abord, ça va commencer par l'inscription à la plateforme et ensuite pouvoir mettre en place les workflows pour valider les factures de nos fournisseurs et la partie client où on va pouvoir envoyer nos clients, gérer les relances, gérer les litiges, demander les paiements et même effectuer les paiements. Pas plus tard que la semaine dernière, Sage nous annonçait la mise en place de solutions de paiement directement à partir du PA pour que le client puisse directement aller sa facture via Stripe, via PayPal et à partir même du portail de Sage Connect. Et c'est l'élément le plus important. Ce que Sage Network nous propose aujourd'hui, c'est bien plus que la conformité à la facturation électronique. C'est tous ces outils qui vont dans le sens de la digitalisation. Alors, ce fameux Sage Connect, on en parle depuis des mois. Et je trouvais intéressant que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça va ressembler à partir de demain. Voyons ensemble le cycle de vie d'une facture. Je me trouve ici sur la gestion commerciale et je vais créer tout de suite une facture pour mon client Histoire d'Or. Une fois que j'ai créé ma facture et que celle-ci est valide, je vais pouvoir la transmettre à Sage Connect. Donc j'ai le bouton ici, je clique dessus, je sélectionne mon modèle d'impression et ma facture va être transmise à Sage Connect. Ma facture étant transmise, le bouton Transmettre Sage Connect se grise.
Je me trouve actuellement dans mon Sage Network en tant que fournisseur. Je vais pouvoir retrouver ma facture dans la partie transactions. Donc ici, je cherche ma facture 008. Je vais pouvoir utiliser les filtres et dire que je veux filtrer sur le numéro de facture par exemple. Et je vais pouvoir chercher ma facture 008. On voit qu'elle est bien mise à disposition de mon client. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller sur l'espace du client. Je bascule donc sur le Sage Network de mon client. Mon client va recevoir la facture au niveau de la boîte de réception. Donc j'ouvre ma boîte de réception et je visualise ma facture 008. Le client va donc pouvoir accepter la facture. Il peut la consulter en cliquant sur le trombone, ça va lui donner un aperçu. Et en cliquant sur la ligne, il va pouvoir approuver la facture. Donc je clique sur approuver. Je vais avoir un petit message qui me dit que la facture a été acceptée. Donc elle se retrouve maintenant dans la partie transaction. Au niveau de la partie transaction, je la retrouve sur l'onglet facture fournisseur. Elle a donc un statut qui a évolué en pris en charge. Je clique sur ma facture et je vais pouvoir l'approuver pour qu'elle soit acceptée côté fournisseur. La prochaine étape étant le règlement, une fois que celui-ci sera fait, je pourrai cliquer sur paiement envoyé. Allons voir ce qui se passe côté fournisseur. Donc je peux aller dans mon network, cliquer sur mon client Histoire d'Or. Et là, dans la partie transactions, donc je vais avoir vraiment que les transactions de mon client Histoire d'Or, contrairement tout à l'heure à mon onglet transactions où j'avais vraiment toutes les transactions avec tous mes clients. De la même façon, je retrouve des filtres, donc je vais pouvoir aller chercher ma facture 008 en indiquant le numéro de la facture et je vais pouvoir voir l'évolution du statut de ma facture. Donc on visualise ici qu'elle a bien été approuvée. Je peux rentrer sur cette facture. J'ai un bouton historique qui me permet de voir l'évolution de ma facture. On visualise bien que le paiement est en attente. Donc lorsque mon client aura cliqué sur le bouton paiement envoyé, eh bien le statut changera ici. Rebasculons côté gestion commerciale pour aller voir le cycle de vie de ma facture. Donc je me positionne sur ma facture 008. Au niveau du menu fonction, j'ai une entrée cycle de vie facture et je visualise ici que mon statut est bien approuvé. Voilà, c'est un bref aperçu de ce que va être le portail de... Hop là, je ne voudrais pas perdre le fil. Voilà. Ce que va être le portail de Sage Connect qui va vous permettre de gérer tout le cycle de vie de la facturation électronique. Et là, encore une fois, c'est très rapide, mais on aurait pu voir qu'on peut renvoyer une facture, qu'on peut envoyer un email directement au client, qu'on peut relancer le client sur un non-paiement, etc. directement à partir de l'interface de Sage Connect. Alors aujourd'hui, entre la gestion de mon fournisseur, les éléments de facturation, le paiement et la réconciliation bancaire entre le paiement et mon compte bancaire, on voit qu'on est sur du semi-digital. Pourquoi? Parce que seules les étapes qui sont en vert aujourd'hui peuvent être automatisées. Une fois entièrement déployée la solution et le portail mis en place, on va être sur du 100% digital. Et tout ce qui va être fait en vert pourra être géré 100% automatiquement. Donc évidemment, l'approbation de la facture va nécessiter une intervention manuelle. Il faut que je dise si je suis d'accord ou pas. Et pareil pour le paiement, c'est quand même pas le logiciel qui va décider si je paye ou pas. Mais tout le reste va pouvoir être 100% automatisé. Donc un vrai pas en avant en termes d'automatisme et un vrai pas en avant en termes de contrôle, d'éviter les risques d'erreur, de gagner du temps, etc. Soyez prêts pour la facturation électronique. Encore une fois, c'est la même slide qui revient à chaque fois. Tout est déjà inclus dans votre abonnement et directement connecté, directement consultable à partir de Sage. Là, je vous ai montré que la partie GESCO, mais il y aurait la même chose à faire côté comptable si on s'intéressait cette fois-ci en tant que client et pas en tant que fournisseur. Comme je l'ai dit ici, il y a une nécessité d'être en dernière version. Alors de quoi on parle? On annonce les versions 12.10. Je vous rappelle que Sage ne maintient que la version N-1, d'après certains N-2, mais peu importe. Si vous êtes en dessous de la V11, vous êtes hors périmètre de la facturation électronique. Si vous n'avez pas la V12, vous ne pourrez pas utiliser
toutes les fonctionnalités dont je viens de vous parler. Donc la V12.10 est en cours. La version 12.20 arrivera au premier semestre. Et au moment de la bascule, en septembre 2026, on sera sur une 12.x. Mais on restera sur une 12. La 12 est garantie par Sage comme étant la version qui sera compatible facture électronique à 100%. Il y aura des releases, il y aura des mises à jour, mais des mises à jour qu'on pourra faire en auto-update sur ces éléments de facture. Fin d'année, début d'année 27, on aura probablement une V13 et pourquoi pas après une V14, etc. Mais quoi qu'il en soit, pour être compatible facturation électronique, minimum V12. Migration V12 obligatoire. Élément important pour ceux qui ont des développements, que ce soit ce DIAD ou d'autres, ou des développements que vous avez fait vous-même, une compatibilité descendante des objets métiers, c'est-à-dire que pour toutes les versions supérieures à la 12, on n'aura pas besoin de recompiler les objets métiers pour ceux qui en ont. Il y a une compatibilité descendante. Donc pas besoin de mettre à jour nos devs à chaque fois qu'on fera une mise à jour Sage. Et enfin, possibilité d'activer chez les clients qui le souhaitent un auto-update pour que vous puissiez être autonome pour des mises à jour mineures. Par exemple, passer de la 12.10 à la 12.20 sans être obligé de monopoliser votre prestataire avec tout ce que ça implique en coût, en délai, en organisation, etc. Pour autant, ça fait beaucoup de versions en très peu de temps. Donc, on ne peut pas ne pas vous encourager à mener la réflexion de passer en mode cloud. Pourquoi ? Parce que migrer en mode cloud, ça veut dire de ne plus s'occuper du tout des mises à jour. Et c'est Sage qui va gérer automatiquement pour vous les mises à jour de vos versions de logiciels. Donc là, pour des raisons de conformité, pour avoir la sécurité, pour être en mobilité, ça a vraiment du sens de pousser la réflexion aujourd'hui, de se dire et pourquoi pas ne pas encore investir dans des serveurs, ne pas encore investir dans une infrastructure lourde, pourquoi pas réfléchir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, à migrer sur l'offre SPC qui est l'offre de Sage en SaaS hébergée sur des plateformes Azure. Moi, je ne peux que vous le suggérer, ça nécessite effectivement une réflexion de votre part et les commerciaux et techniciens sont là pour vous aider à avancer là-dessus. Pour ce qui est de la proposition de valeur n'ayant aucun sens du commerce, je vais plutôt passer la parole à Enzo qui reprend cette partie-là. Merci pour le récap. J'espère que ça a été hyper clair. Pour continuer, l'objectif, évidemment, c'est que nous, Yad Informatique, on accompagne nos clients pour assurer une réforme dans la sérénité. On insiste sur ce mot-là. On va faire en sorte qu'il y ait zéro stress de votre côté. Et pour ça, on a créé ce qu'on appelle, nous, le combo gagnant. Le combo gagnant facturation électronique, il s'appuie sur 5 piliers bien définis. Comme vous l'avez compris, vous inscrire à l'APA de Sage dès aujourd'hui, puisqu'elle est gratuite, mise à disposition des clients de Sage, et donc vous pourrez l'utiliser sur les flux achats et les flux ventes. C'est ce qu'il vient de vous présenter avec le Sage Network. Et donc dès aujourd'hui, on vous partagera le lien pour vous inscrire. Ça se fait très facilement, en 3 clics, vous serez inscrit, vous aurez déclaré votre société dans l'APA de Sage. On va dire que ça, c'est le premier pilier. Le second, être en V12, donc être à jour pour garantir la conformité légale, évidemment. Bénéficier aussi des nouveautés fonctionnelles puisqu'elles existent si vous faites 2 ou 3 montées de version. Et donc, anticiper cette partie-là. Le troisième pilier, c'est SDCC. On a longuement hésité en effet sur cette nécessité. Aujourd'hui, on est convaincu et on va dire que c'est une obligation. Au-delà de fiabiliser les données, comme disait Yves, ça va apporter pas mal d'automatisation à terme, mais ne serait-ce que pour qualifier votre base de données et qu'elle soit prête pour la facturation électronique, installez SDCC, on vous montrera comment l'utiliser, comment mettre à jour votre base de données grâce à ce module-là, et que vous soyez prêt en temps et en heure. Le quatrième pilier, c'est la dématérialisation de vos factures fournisseurs. Donc c'est le module Sage Automatisation Comptable pour ceux qui le connaissent, qu'on ne vous a pas forcément présenté aujourd'hui parce qu'encore une fois ça demande du temps, mais à vos dispos pour vous faire une démo à ce sujet. L'objectif encore une fois, c'est de venir gagner en productivité au-delà des normes légales de la facturation électronique. C'est-à-dire que demain vous pouvez digitaliser votre flux de facturation et recevoir toutes vos factures fournisseurs avec une notion de circuit de validation, d'archivage légal. On va aller plus loin que uniquement recevoir une écriture de mon fournisseur.
Donc, mettre en place le module de dématérialisation, pour nous, c'est le moyen de digitaliser d'autant plus votre gestion d'entreprise. Et on parle aussi de GED dans un second temps. Et le 5e pilier, c'est l'accompagnement. L'accompagnement, parce que comme vous l'aurez compris, on en est à la 33e slide, 3e webinaire à ce sujet. Il y a des informations qui sortent tous les jours de tous les côtés. L'objectif, c'est que vous fassiez accompagner par votre intégrateur, que nous puissions vous accompagner pour tout simplement garantir cette transition, qu'elle soit maîtrisée et qu'on le fasse en toute sérénité, on va dire, avec l'outil qui sera le plus simple pour vous. Encore une fois, faire le choix de la PA de Sage, c'est faire le choix de la simplicité. On ne va pas venir ajouter des logiciels les uns sur les autres. Le but, c'est que ce soit le plus facile pour vous et pour vos utilisateurs. Donc cet accompagnement qu'on propose, c'est un accompagnement à la facturation électronique. Donc tout simplement des rendez-vous réguliers avec nos consultants, nos référents facturation électronique. Le but, c'est de vous garantir une transition maîtrisée. On détermine ensemble le rythme qui va bien, une fois par mois, par trimestre. Là, il reste plus que 150 jours, donc on est plutôt, on va dire, dans les derniers mois si vous n'avez pas commencé cet accompagnement-là. Tout simplement, on prend rendez-vous avec un consultant. On repasse ensemble sur les 5 piliers que j'ai présentés juste avant. On fait une cartographie de votre environnement, on vous forme sur SDCC, on vous présente la V12, on gère les registres de taxes. Est-ce qu'ils sont paramétrés dans Sage, est-ce qu'ils ne le sont pas, on définit les cas d'usage, on active avec vous le connecteur, on déploie ACS, enfin voilà, on a beaucoup de sujets à traiter. L'objectif, c'est de pouvoir les organiser, y réserver du temps et faire une transition en zéro stress, gagner du temps grâce à l'automatisation et grâce à la facturation électronique évidemment. Tout simplement, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais cet accompagnement-là est déduit des packs TMA que vous avez. Donc, on déduit l'heure et demie en fonction du temps qu'on y passe. Donc, pas de surprise en termes de facturation. C'est assez simple et assez fluide. Le but, c'est vraiment de mettre à disposition un accompagnement auprès de nos clients pour que vous soyez prêts le jour J, le jour de la bascule, donc pour la plupart en septembre 2026, sur la réception du moins des factures de vos fournisseurs. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous si jamais vous voulez souscrire à l'accompagnement à la facturation électronique. Évidemment, on vous proposera aussi la mise en place de SDCT, la mise à jour, la démat. Enfin, voilà. Il y a pas mal de sujets à traiter, mine de rien. Donc, rapprochez-vous de votre commercial pour ça. Pourquoi s'enregistrer à la PA de Sage? Bon, on n'a pas arrêté de le dire, mais la simplicité, pour être prêt pour 2026, c'est une étape obligatoire pour émettre et recevoir les facturations électroniques. Et ça va permettre de vous connecter à l'annuaire qui sera certainement l'un des plus utilisés en France. Pour rappel, aujourd'hui, Sage, c'est une société sur 2 au niveau national. Donc, avec la plateforme agréée, on peut se faire confiance et puis tout sera directement intégré dans votre solution Sage 100. Pour rappel, l'utilisation de l'API, elle vous met à disposition 12 000 factures gratuites par an. C'est vrai qu'on n'a pas forcément parlé de la gratuité. Donc, la PA de Sage est gratuite pour ses clients jusqu'à 12 000 flux par an. Au-delà, on va venir payer 5 centimes par facture si jamais vous dépassez le seuil. Sage annonce un taux de couverture à 95% des PME. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir de supplément de dépassement de ce forfait qui est mis à disposition gratuit par Sage. Il va évoquer déjà le Sage Network, je ne vais pas revenir dessus. L'occasion de l'accompagnement pour vous, c'est aussi de rencontrer l'ensemble de notre équipe, parce qu'on travaille main dans la main. Donc, rapprochez-vous de vos commerciaux pour la partie inscription à la souscription de l'accompagnement, aux techniciens sur les mises à jour, aux consultants sur la V12. Donc, c'est l'occasion de travailler tous ensemble. Et dernièrement, on a sorti une adresse mail magique qui s'appelle fe@yad.fr. Si vous avez des questions, vous vous réveillez un matin avec une question à laquelle vous auriez pensé la veille, envoyez-nous un petit mail à n'importe quel moment et on vous délivrera la réponse sur notre site internet directement. Donc, le but, c'est de créer une FAQ pour nos clients et pour nous tous, pour faire augmenter le common knowledge et que tout le monde soit à jour et au même niveau de connaissance dans la facturation électronique, parce qu'il n'y a pas de questions bêtes encore une fois. Le but, c'est qu'on soit tous prêts, qu'on monte en maturité et puis qu'on mène une transition sans stress. Donc, n'hésitez pas
à envoyer vos mails sur fe@yad.fr. À partir du 1er décembre, la boîte mail sera ouverte et sera traitée par notre référent facturation électronique. C'est l'occasion pour nous de nous rapprocher, de travailler ensemble. Donc, encore une fois, la facturation électronique, quel bénéfice au-delà de l'obligation légale? C'est 80% d'économies réalisées grâce à la facturation électronique et 4 fois de gains de productivité pour les comptables. C'est des chiffres qui ont été calculés par Sage même. Aujourd'hui, on voit la facturation électronique non pas comme une obligation, mais vraiment comme une optimisation de vos process actuels et une digitalisation. Donc, il faut entreprendre cette réforme plutôt que de la subir. Donc, prenons les devants. On est là pour vous accompagner pour ça. Soyez rassurés, on va faire ce qu'il faut. J'ai les 2 schémas de vente et je finirai là-dessus pour les reprendre et pour resimplifier encore une fois la vision pour que ce soit bien clair. Demain, vous êtes sur Sage 100 conforme. En gestion co, vous sortez votre facture, vous allez communiquer directement avec l'APA de votre client et votre facture sera expédiée. En un clic, comme vous le faites aujourd'hui et comme la démonstration l'a montré, vous allez envoyer vos factures facilement. Encore, cette réforme pour vous, c'est 2027, mais au plus tôt on peut le faire, au plus tôt on va venir gagner du temps et arrêter d'en passer sur ces tâches administratives. Sage 100 conforme, c'est-à-dire V12 à minima, comme on vous l'a dit, et je vais envoyer ma facture automatiquement à l'APA de mon client, de Sage et donc de mon client, et le flux sera terminé. Si vous êtes utilisateur Sage sans comptabilité, que votre module aujourd'hui ne gère pas la facturation, on a 2 possibilités. Avec ACS, on va pouvoir dématérialiser vos factures pour les rendre conformes et donc communiquer avec l'APA de Sage. Première possibilité. Et la deuxième, c'est qu'on a travaillé, nous, Yad Informatique, sur un développement qui s'appelle FactYad, qui va permettre de connecter votre environnement de facturation à l'environnement légal de Sage. Donc, encore une fois, l'objectif de cette cartographie est de prendre contact avec vous et de se rapprocher, de se poser toutes ces questions dans l'accompagnement, c'est de pouvoir déjà, dès aujourd'hui, savoir comment vous allez opérer demain, en septembre 2026, dans 150 jours, finalement, quelle solution sera la vôtre et sera la meilleure. Donc, dans tous les cas de figure, on sera en mesure de vous accompagner, soit via une solution Sage, soit directement dans votre environnement de gestion commerciale, soit via un développement qui va nous permettre de connecter l'APA de Sage à votre solution actuelle. Donc, sur les flux de vente et sur les flux achats, c'est d'autant plus simple. Vos fournisseurs vont communiquer avec l'APA de Sage. Si je suis en Sage 100 conforme, je vais pouvoir recevoir cette facture-là. Si je reçois des factures à l'international, parce que nos fournisseurs ne sont pas forcément tous sur le territoire français, je vais pouvoir recevoir ma facture comme aujourd'hui dans ACS, gérer mes workflows de validation, gérer ma GED, gérer mon archivage légal, gérer ma dématérialisation au sens large, arrêter d'éditer et d'imprimer mes factures, et ces factures vont venir s'intégrer dans Sage 100 directement. Évidemment, on pourra, si on le souhaite, passer par le Sage Connect, qui est un portail mis à disposition par Sage gratuitement, et dont on pourra profiter ou non. Si jamais on a une solution non Sage, encore une fois, on va pouvoir communiquer via l'API publique et récupérer depuis l'APA les factures via un développement spécifique qui sera mis à disposition. Encore une fois, on est en capacité de traiter toutes les cas de figure, donc ne subissez pas la facturation électronique, pilotez-la et faites-vous accompagner. On est là pour ça, donc n'hésitez pas à nous solliciter, à nous écrire sur fe@yad.fr, à vous rapprocher de votre commercial et qu'on puisse mener tout simplement cette réforme ensemble. Merci pour votre écoute, merci à tous pour votre participation, merci pour la clarté des informations et puis j'espère à très vite.